In the interest of time, I'd like to commence. Je vais commencer maintenant, mesdames et messieurs. Merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui. J'aimerais commencer par dire que cette interprétation est disponible pour ce webinaire en anglais, français, espagnol et en portugais. Vous pouvez sélectionner la langue dans laquelle vous voulez écouter la conférence en appuyant sur l'icône en forme de planète pour l'interprétation au bas de votre écran, juste à côté du bouton pour faire des réactions. C'est un plaisir de vous accueillir pour ce webinaire sur la participation sociale, inclusion et engagement communautaire, approche pour la santé des peuples autochtones dans les zones rurales et reculées. Je suis Théodora Kohler et je suis conseillère technique sur l'équité en santé au sein de l'équipe Genre, Équité et Droits Humains. Ce webinaire est organisé dans le cadre d'une série de webinaires de l'OMS sur comment remédier à l'inéquité en santé en zone rurale sous les auspices de la Journée mondiale de la santé 2021 consacrée à l'équité en santé. Cette série est coordonnée par des partenaires externes, notamment le groupe de travail sur la pratique médicale de WONCA et l'équipe spéciale des Nations Unies sur les inégalités ainsi que l'OCDE. Il s'agit du deuxième webinaire d'une série qui se tiendra de juillet 2021 à mars 2022. L'événement d'aujourd'hui est organisé à l'occasion de la Journée internationale des populations autochtones, qui cette année a le thème suivant « Ne laissez personne de côté, les peuples autochtones et l'appel pour un nouveau contrat social ». Le 13e programme général de travail de l'OMS engage l'OMS à travailler pour les populations dans les situations vulnérables, notamment les personnes qui sont confrontées à l'exclusion sociale et à la discrimination. L'OMS œuvre pour lutter contre la discrimination raciale et fondée sur l'ethnie systémique dans le contexte de la COVID-19, notamment en co-dirigeant un dialogue transversal au sein des Nations Unies sur ce sujet et en coordonnant sous les auspices du Réseau des Nations Unies sur la discrimination raciale et la protection des minorités, une formation des équipes pays des Nations Unies sur la question. Nous voulons également promouvoir l'amélioration des soins de santé primaires pour une reprise équitable et résiliente. Cela inclut de mettre l'accent sur la fourniture de services interculturels et remédier aux discriminations fondées sur l'ethnie afin de surmonter les inégalités. Notre Bureau régional des Amériques a donné la priorité aux questions d'appartenance ethnique en tant que thème transversal. Cela est reflété dans sa politique régionale sur l'appartenance ethnique et la santé et différentes initiatives dans lesquelles la consultation et la participation des peuples autochtones ont été fondamentaux. C'est un honneur pour nous d'organiser cet événement à l'occasion de la Journée internationale des populations autochtones. J'aimerais maintenant donner la parole modérateur de cet événement, Geoffrey Roth, qui a été nommé par nos collègues de la branche Peuple autochtone et développement du département des affaires économiques et sociales. Geoffrey est lui-même autochtone et sera le principal modérateur de l'événement d'aujourd'hui. Il est issu de la tribu Sioux de Standing Rock et il est vice-président et membre de l'instance permanente de l'ONU sur les questions autochtones. Il a consacré toute sa carrière de 20 ans à la défense des droits des personnes autochtones dans divers secteurs, y compris dans celui de la santé. Geoffrey, c'est un honneur de vous avoir avec nous aujourd'hui en tant que co-modérateur. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Théodora. Merci pour cette introduction. Mesdames et messieurs, bonjour, où que vous soyez dans le monde. Je sais que pour certains, il est très tôt et j'apprécie ceux qui ont aussi fait l'effort de rester debout tard ou se sont levés très tôt pour participer. C'est un plaisir pour moi de co-présider cet événement sur la participation sociale, inclusion et engagement communautaire, donc approche pour la santé des peuples autochtones dans les zones rurales et reculées. En mon nom et au nom de l'instance permanente de l'ONU sur les questions autochtones, je voudrais remercier l'organisation d'avoir organisé cet événement et pour m'avoir invité. Nous allons... Je viens de passer ma deuxième année
au sein de l'instance permanente sur les questions autochtones et nous avons principalement travaillé sur les questions sanitaires au sein de l'instance. De jour, je suis consultant aux États-Unis sur les questions liées aux peuples amérindiens et je me concentre notamment sur les programmes sanitaires, des programmes qui apportent des services de santé. Je travaille avec des tribus, avec le gouvernement pour fournir des conseils sur les politiques sanitaires. Je préside le conseil d'administration, conseil exécutif dans l'État de l'Oregon. J'ai également cofondé Energy, une entreprise qui se concentre exclusivement sur les dossiers médicaux électroniques et la télésanté au sein des populations autochtones. Précédemment, j'ai été nommé par le président Obama pour être conseiller à l'IHS et j'ai servi au sein de l'administration Obama pour l'IHS et avant cela, j'ai également été le directeur du Conseil national de la santé amérindienne. Donc j'ai été dans le domaine de la santé pendant longtemps et pendant cette période en particulier de la COVID-19, cela m'a tenu à cœur et je me réjouis de pouvoir être ici en cette période particulièrement difficile. J'espère que ce sera la première de beaucoup d'autres occasions pour moi de participer à ce type d'événement avec l'OMS. Cet événement a été organisé pour la Journée internationale des peuples autochtones et cette année, il s'agit de ne laisser personne de côté, peuples autochtones, et appelle à un nouveau contrat social. Il y a 476 millions de personnes autochtones dans 90 pays du monde entier. Ils représentent 6,2% de la population mondiale. Les peuples autochtones renferment un large éventail de cultures uniques, connaissances ancestrales, langues et systèmes de connaissances. Nous avons une relation très particulière avec nos terres et nous avons nos propres visions du monde et nos propres priorités. Les peuples autochtones vivant dans des zones rurales et reculées ont un accès limité aux services de santé. Dans le même temps, bien qu'il y ait des établissements de santé, bien souvent, le personnel n'est pas en mesure de communiquer dans des langues autochtones, ou bien les services ne sont pas adaptés sur le plan culturel, ou ne prennent pas en compte la cosmovision, les points de vue des peuples autochtones sur la santé et le bien-être. Bien que de nombreux peuples autochtones dans le monde ont pu exercer leur autonomie, leur pouvoir de diverses manières, de nombreux peuples autochtones n'ont toujours pas de voix dans la prise de décision et dans la conception d'interventions sanitaires, projets politiques qui les concernent dans ce domaine. Afin de réaliser la promesse centrale transformatrice du programme à l'horizon 2030, à savoir ne laisser personne de côté, y compris les populations autochtones, ainsi que les objectifs liés à la santé, de développement durable, nous devons nous lancer dans une voie collective et rebâtir un nouveau contrat social, une expression de coopération pour l'intérêt social, l'équité et le bien commun pour tous. Au cours du webinaire d'aujourd'hui, nos éminents intervenants mettront en avant des expériences nationales pour encourager la participation sociale, l'inclusion des populations autochtones grâce à des initiatives liées à la santé et des interventions sanitaires dans le contexte des soins de santé primaires dans les zones rurales et reculées afin de veiller donc à une approche progressive et universelle. Ainsi, j'aimerais présenter notre premier intervenant. J'aimerais d'abord rappeler à nos intervenants de se limiter au temps qui leur a été imparti afin que tout le monde ait le temps de s'exprimer. Donc 8 minutes pour chaque intervention. Je vais maintenant me tourner vers notre premier intervenant, le docteur Pavitra Mohan, qui a cofondé
BHS, Basic Healthcare Services, donc services de santé de base, une organisation à but non lucratif dont la vision est de permettre aux populations marginalisées de vivre sainement et avec dignité. Il parlera de la manière dont la cohésion et l'engagement communautaire des populations rurales et tribales sont limités par des facteurs structurels, la discrimination sociale et des systèmes de croyance. Il indiquera comment bâtir la confiance et avoir des prestataires de santé provenant des communautés et des services réactifs sont essentiels pour promouvoir la participation des populations autochtones dans leur propre santé. Vous avez la parole. I think you're muted. Thanks. Merci beaucoup pour cette présentation. Je suis très heureux d'être ici. Et je réalise que c'est donc la journée internationale des populations autochtones. Je veux être là de parler de la santé des populations autochtones, notamment en Inde. Une large proportion de la population, en particulier des personnes venant de... Il y a beaucoup de personnes qui proviennent des communautés autochtones. Can you see my screen? Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Je ne le vois pas encore. Et maintenant? Oui, parfait. Bonjour à tous, où que vous soyez. Je vais donc parler de mon expérience pour avoir travaillé dans une zone particulièrement habitée par des populations autochtones dans le Rajasthan du Sud, en Inde. Et je vais donc présenter une organisation qui s'appelle BHS et qui permet aux populations marginalisées de vivre une vie saine et dans la dignité. La dignité est également un concept important pour nous. Nous voulons fournir des services de santé primaire pour toutes les familles dans les communautés que nous servons. Nous nous centrons donc sur les derniers kilomètres. C'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Pour vous donner peut-être une idée de ce sur quoi nous travaillons, il y a une grande proportion de population tribale dans ces régions, 70-98%. Ce sont des personnes qu'on appelle tribales, c'est la même chose que les populations autochtones. Ce sont des personnes qui habitent là depuis toujours. Les taux d'alphabétisation sont très bas. Un grand nombre de personnes n'ont pas accès à des infrastructures. Un grand nombre de personnes migrent, en particulier des jeunes hommes qui quittent leur famille. Et la densité de population est également très faible, ce qui rend l'accès aux services très difficile. Alors, on voit que le fait d'être une population autochtone est une force ainsi qu'une faiblesse. Il y a différentes formes de vulnérabilité, différentes identités notamment. Il y a une grande proportion de personnes qui sont... Il y a des migrations vers les villes, des familles qui sont laissées derrière. Il y a aussi la vulnérabilité liée au fait d'être dans des zones reculées, ne pas avoir accès aux services. Et bien sûr, les zones reculées sont mal desservies par les systèmes de santé. Une autre source de vulnérabilité, c'est les pénuries de nourriture. Il y a aussi des soucis de marginalisation sociale. Et par conséquent, on ne peut pas s'étonner que ce sont des populations qui sont appauvries et qu'il y ait des discriminations fondées sur le sexe au sein de ces communautés. Donc ce sont autant de facteurs qui renforcent la vulnérabilité de ces populations. Nous pensons qu'il est important de comprendre qu'il y a différentes identités au sein de ces populations. Le fait d'être autochtone est l'un de ces éléments. Mais il y a d'autres sources de vulnérabilité qui s'ajoutent à leur identité de peuple autochtone. Alors nous avons voulu aider ces populations à promouvoir leur propre santé.
Un des services que nous voulons suivre, c'est de ne pas regarder ces populations comme des victimes, mais comme des agents de changement et encourager ainsi l'inclusion et la participation dans tous les aspects de la santé. Et l'une des approches, c'est de fournir des services réactifs. Je pense que la conception est très importante. Si c'est près de là où les personnes vivent, si c'est au sein de la communauté, assuré par la communauté, eh bien cela est favorable. Il faut aussi répondre aux besoins ressentis de ces personnes, aux questions qui semblent essentielles pour répondre à leurs besoins plutôt que d'avoir une structure fondée sur ce que l'on pense est nécessaire pour ces populations. Donc il faut vraiment comprendre ce dont les populations ont besoin. Ce qui est essentiel aussi, c'est d'avoir des prestataires qui, eux, ont aussi des origines autochtones, et notamment pour les femmes, et avoir des prestataires femmes provenant de la même communauté est aussi primordial pour veiller à la participation des communautés et à leur inclusion. Here, a young nurse from a tribal community with another. Il y a de l'écho, signale l'orateur. Les communautés sont également en pleine évolution. Souvent, on pense aux communautés comme étant des unités immuables, mais aujourd'hui, on voit que des jeunes deviennent infirmiers, docteurs. Les choses évoluent. Il est donc essentiel d'inclure les communautés, d'établir la confiance avec les familles au sein de ces communautés et de les inviter à aller chercher des soins, à participer aux soins. En concevant les services, il est important de communiquer de la manière appropriée, de bien comprendre les problèmes auxquels ces populations sont confrontées, notamment. Nous pensons que partager les tâches et transférer les tâches, c'est quelque chose de vraiment essentiel. Il faut bien comprendre ce qu'une communauté peut faire, ce dont elle peut se charger, parce que cela permet de renforcer les compétences des communautés. De manière générale, les services de santé ont tendance à être élitistes. Et dernier point, il est essentiel d'impliquer des volontaires des communautés. Il y a également la question du contrôle de la santé. Il est important qu'il soit effectué par les communautés et pour cela, un groupe consultatif communautaire est essentiel. Ce groupe doit être composé de membres, d'hommes, de femmes, de membres de la société d'origine autochtone. Par exemple, dans certains cas, il y a eu des flambées de paludisme et ce groupe consultatif communautaire vise à mettre en place des actions de proximité pour lutter contre ces problèmes. Ils doivent donner des retours sur la manière dont les services peuvent être fournis. Alors ici, cela rejoint ce que je disais sur les vulnérabilités multiples. Il est essentiel d'autonomiser et d'impliquer chacun, de promouvoir l'inclusion sociale, notamment dans les zones dans lesquelles la survie et les moyens de subsistance sont menacés. Il faut organiser le soutien aux familles qui sont laissées pour compte et apporter des soins destinés aux enfants. Tout cela renforce la participation communautaire.
L'éducation à la santé est un concept très important, surtout lorsque l'on travaille avec des communautés reculées qui ont des systèmes de croyances traditionnels. Travailler avec des volontaires de ces mêmes communautés permet de mieux comprendre le contexte et les croyances de ces communautés et de pouvoir transmettre les informations relatives à la santé de la manière idoine. Cela permet également de développer une culture d'empathie et de compréhension mutuelle et de soutien. Les initiatives menées dans ce type d'endroit doivent s'appuyer sur la culture locale. Pas forcément dans toutes les communautés, mais en tout cas dans les communautés qui ont leur propre hiérarchie. Par exemple, les communautés tribales ou qui sont associées à un système religieux fort, il est important de comprendre cette hiérarchie. Par exemple, pendant la pandémie de Covid, beaucoup étaient réfractaires à la vaccination parmi les populations avec lesquelles nous travaillons. Nous avons donc dû travailler avec les dirigeants communautaires de manière à améliorer l'acceptation de la vaccination. Bien sûr, tout cela doit s'appuyer sur la confiance. Il faut faire preuve de patience car ces populations sont victimes d'inégalités et ce, de longue date. Il faut consacrer du temps à promouvoir des comportements sains. Les gens ont tendance à être impatients. Et le problème, c'est que cela finit par exclure des populations. Au bout du compte, c'est la confiance qui est importante. Il faut construire la confiance, car c'est la confiance qui permet l'ouverture, l'inclusivité. En pleine pandémie de Covid, nous avons rencontré cette femme qui était infectée par la Covid et elle avait besoin de traitement et lorsqu'elle est venue se soigner, eh bien, elle a amené avec elle une autre femme en disant, eh bien, elle aussi a besoin d'un traitement. Donc, c'est ainsi que l'on établit la confiance et on voit que cela porte ses fruits. Merci de votre attention et bien sûr, je suis à votre disposition si vous avez besoin de plus de renseignements. Merci. Merci, docteur. C'était très intéressant. J'ai à présent le plaisir de vous présenter notre prochain orateur, Fernando José de Muraneto. Il appartient à une communauté autochtone, les Pitawara, au Brésil. Il est président du Conseil national de la santé autochtone et il est vice-coordinateur du Forum présidentiel pour la santé des populations autochtones. Au cours de son exposé, il nous parlera des sous-systèmes de soins de santé destinés aux autochtones. Vous avez la parole. Je crois que votre micro est éteint. Então, muito bom dia, muito boa tarde, boa noite. Bonjour, où que vous soyez. Tout d'abord, je tenais à vous remercier de me donner la parole à l'occasion de cette Journée internationale des peuples autochtones. Merci de la confiance que vous m'accordez et merci de m'avoir convié à participer à cet événement. Aujourd'hui, au Brésil,
Nous sommes plus de 5000 conseillers répartis à travers le pays. Il y a plus de 374 conseils locaux pour la santé des populations autochtones. Le modèle de la santé autochtone au Brésil a été créé conformément à la loi 842 et fait partie du système de santé. Comme l'orateur précédent l'a dit, je tenais également à insister sur l'importance que nous avons jouée pendant la pandémie de COVID-19, de l'élaboration de plans de lutte contre la COVID à la création de barrières sanitaires au sein même de nos communautés. Et la participation active en politique. Il est important que ces systèmes qui sont destinés aux autochtones soient co-créés par les autochtones et je suis fière de faire partie de ce système. Ce système a été créé par une loi en 2002 et ce sous-système fonctionne, il est efficace. Cela nous permet de donner vie à nos communautés. Nous avons un modèle différencié qui nous permet de couvrir différentes législations, mais ce système est différent. Nous prenons en compte les différences culturelles et géographiques de chacune de nos cultures. Nous respectons la médecine autochtone et son aspect spirituel pour les tribus autochtones. Ceux qui travaillent dans le système destiné aux autochtones doivent être conscients de ces différences. Les professionnels qui veulent travailler avec les communautés doivent bien comprendre les aspects spirituels liés à la santé. Pendant la pandémie, nous avons été confrontés à certaines surprises, notamment liées à toutes les vies qui ont été perdues aujourd'hui à l'occasion de cette journée internationale des peuples autochtones. Je tiens à avoir une pensée pour toutes celles et ceux qui nous ont quittés. Je voudrais aussi insister sur le rôle du conseiller. Ce modèle est nouveau au Brésil, mais il peut également être dupliqué ailleurs. Nous voulons que l'OMS nous aide en cela, qu'elle nous aide à exporter ce modèle. C'est un modèle social. Il ne s'appuie pas exclusivement sur des règles et des règlements. Nous avons également des enseignements, des leçons que nous pouvons partager. Nous savons que cela fonctionne. Cela fonctionne pour toutes les communautés et c'est vraiment ça qui est important. Ce modèle a fait ses preuves pendant la pandémie. Même dans les communautés qui étaient difficiles d'accès, là où nous ne pouvions pas porter de vaccin, dans les communautés où nous étions confrontés à des barrières religieuses différentes, nous avons travaillé avec les conseillers et avec les chefs tribaux pour convaincre de l'importance des vaccins. Pendant toute la pandémie, d'ailleurs, l'ensemble du système de santé, et pas ceux partout dans le monde, mais nos conseillers ont travaillé d'arrache-pied. Et aujourd'hui, nous nous félicitons de la présence des peuples autochtones aux Nations Unies. C'est une grande satisfaction que de pouvoir être là, nous adresser au monde et de parler de l'importance des peuples autochtones. Il est important que nous puissions nous exprimer clairement.
ne peux pas accepter que les peuples autochtones soient marginalisés. Nous devons être les acteurs de notre propre avenir. J'ai 27 ans et je vis au sein d'une communauté autochtone. Et j'ai déjà montré que une des politiques de santé communautaire destinées aux autochtones fonctionne. Dans nos communautés, nous avons toute une palette de services de santé de la naissance à la mort. Et ces services impliquent les autres membres de la communauté. Ces services doivent être fournis de manière très claire. Il faut que nos pratiques, nos coutumes, nos rites soient respectés. Il faut s'adresser aux chefs spirituels, et en particulier en période de pandémie, nous n'avons pas pu effectuer les rites de la manière dont nous l'aurions souhaité, mais il est possible de les pratiquer en plus petit comité. Et en cela, il convient de discuter avec les chefs spirituels. L'OMS dit qu'il faut respecter ces pratiques, celles du ministère de la Santé, et ce que nous disons aujourd'hui, eh bien, nous ne pouvons pas forcément le faire. Nous voulons préserver la santé, certes, nous voulons renforcer notre partenariat avec l'OMS, certes, mais nous voulons surtout renforcer notre coopération avec les soignants indigènes. Nous avons un grand nombre de soignants qui sont issus de communautés indigènes, environ 14 000. Ce sont des référents santé qui vivent au sein même des communautés. C'est là quelque chose qui est essentiel pour nous. Ces soignants sont très importants. Je tiens à insister là-dessus. Nous devons mieux comprendre et améliorer les systèmes de santé, pas seulement dans les communautés autochtones, mais également partout ailleurs dans le monde. Les systèmes de santé doivent être améliorés. Encore une fois, je tenais à vous remercier de m'avoir invité. Je crois que j'ai dépassé le temps qui m'était imparti, mais je me tiens à votre disposition pour toute question ou demande de précision en ce qui concerne notre système de santé autochtone. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Vous avez parlé du fait qu'il était important que les interventions de proximité se fassent à l'initiative des autochtones. Eh bien, effectivement, oui. J'ai également noté le fait que vous avez dit qu'il était important que les autochtones soient pris en charge par des autochtones. Je pense qu'effectivement que c'est quelque chose que nous devons noter. Mais tout cela demande des financements et des partenariats de financement. Nous devons trouver des financements pour cela au niveau mondial. Nous ne voulons pas que les communautés s'envisagent de manière insulaire, isolée. Nous avons besoin de financement pour mettre en place tout ce dont vous avez parlé. Nos prochains orateurs sont Noveline Alsenay-Goklich et Francine Larzeler, qui vont nous parler de la tribu Apache White Mountain. Nous viennent de l'université Johns Hopkins aux États-Unis, en particulier du Centre pour la santé des Indiens américains.
Elle donne des formations aux femmes autochtones enceintes. Francine est également membre de la tribu des Apaches. Elle s'intéresse à la santé comportementale et apporte son appui au processus de recherche. Vous avez la parole. This is Noveline Goldclish. Noveline Goldclish, vous m'entendez? Merci beaucoup pour cette introduction, Geoffrey. Bonjour à tous. Où que vous soyez. Bonsoir à ceux qui se préparent à aller se coucher. Merci beaucoup pour cette invitation à participer. Et avec cette présentation, comme l'a dit Geoffrey, Francine et moi-même sommes des membres de la tribu Apache de White Mountain et nous travaillons avec notre tribu et notre hôpital local sur la riposte à la COVID-19. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Nous nous situons à l'est de l'Arizona dans une réserve. C'est une zone rurale. Il faut 3 ou 4 heures pour rejoindre Phoenix ou Tucson, donc les 2 grandes villes d'Arizona. Et notre premier cas a été détecté le 1er avril. Les gens se disaient est-ce que c'est une blague, on est le 1er avril, mais c'était bien le 1er avril que nous avons identifié le premier cas de COVID-19 et notre tribu a réagi de manière très responsable en tentant de mettre en place des mesures de sécurité très rapidement. Une diapositive suivante. Comme vous pouvez le voir, nous avons réagi en soutenant les communautés. Nous avons commencé à approvisionner les personnes en nourriture, en masques, des biens non périssables pour les personnes qui étaient en quarantaine et les membres de la tribu qui avaient besoin de nourriture parce qu'ils n'avaient pas de moyens de transport, parce que c'est une vraie barrière au sein de notre communauté. Nous avons également donné la priorité aux personnes âgées en veillant à ce qu'ils reçoivent de la nourriture tout au long de la pandémie, de façon à ce qu'il n'ait pas à se rendre au supermarché. Nous avons également fourni des fournitures pour les petits-enfants au sein de la communauté, donc pour les personnes qui étaient dans le besoin, parce que c'était très difficile pour certains de se rendre dans les magasins en raison de ce qu'il se passait à l'échelle mondiale. Diapositive suivante. Nous avons également publié des communications spécifiques à la tribu. Donc ça a été développé avec l'université Johns Hopkins et CDC sur ce que nos tribus devaient comprendre, ce qui avait été mis en place dans des communautés, ce que les personnes devaient savoir sur la COVID-19. Ce que faisait la maladie, donc du coronavirus, et comment cela touchait les communautés, quels étaient les symptômes, qu'est-ce que les membres de la communauté devaient faire pour rester en sécurité. Et tout cela a été traduit dans notre langue Apache. Des supports ont été créés et des communications ont été faites aussi par la radio. Des brochures ont été distribuées aux membres de la communauté pour qu'ils comprennent ce qu'il se passait et ce qu'ils pouvaient faire pour rester en sécurité. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Adopter des politiques tribales fondées sur des données probantes et les directives des CDC. Nos dirigeants ont mis en place des confinements, des couvre-feux dans la réserve, en s'appuyant sur... ont pris des décisions de réouverture en s'appuyant sur des données en temps réel. Cela nous a vraiment aidé à atténuer, limiter la propagation de la COVID-19 et veiller à ce que les membres de la communauté resteraient en sécurité. Un article a été publié dans le New York Times qui a indiqué que nous avions les taux de contamination les plus élevés, 10 fois supérieurs au niveau des États-Unis. Et la propagation était très importante, mais le taux de mortalité était très bas en raison des mesures qui ont été prises. Et vous verrez davantage de détails sur la diapositive suivante. Je vais maintenant laisser la parole à ma collègue Francine. Merci beaucoup. Bonjour et merci de nous donner la possibilité de faire cette présentation. Je suis dans la même salle que Noveline. Comme vous le voyez, il y a un effort collaboratif très important entre l'université Johns Hopkins
et l'IHS pour véritablement mettre l'accent sur comment soutenir les personnes en isolement, en quarantaine. Nous avons effectué beaucoup de mesures de dépistage dans toute la communauté, des mesures de vaccination, une fois que le vaccin Pfizer était disponible, et un traçage des contacts, bien sûr. Le traçage des contacts a vraiment été primordial. C'est vraiment l'élément qui a permis de limiter le nombre de décès de notre communauté. Certains membres du personnel de Johns Hopkins ont pu aller dans les communautés, prendre contact avec les personnes, les foyers qui étaient en quarantaine et tester d'autres personnes dans les ménages afin de veiller à ce que tout le monde puisse être en sécurité, en faisant attention notamment aux personnes âgées, en veillant à ce qu'ils aillent bien. S'il y avait un cas grave, c'était possible de transporter ces personnes vers l'hôpital si nécessaire. Nous avons donc pu effectuer des rapports hebdomadaires. L'IHS nous envoyait des chiffres pour la semaine donnée et nous avons pu faire une analyse de données. Donc, comme vous pouvez le voir sur le premier graphique, entre le 1er avril, il y a eu un pic ensuite au mois de juin, mi-juin. Puis, à partir de là, on a commencé à avoir une baisse jusqu'à octobre, puis une nouvelle augmentation. Et au fil de la pandémie, les choses se sont un peu calmées. On peut voir qu'il y a une légère augmentation maintenant, mais d'une manière générale, on a pu quand même réduire le nombre de cas. Puis sur le deuxième graphique, vous pouvez voir qu'à partir du 1er avril, qu'il y a eu ce déclin au fil du temps. Donc les synthèses de données hebdomadaires sont fournies par le conseil tribal avec le nombre total, hommes et femmes. Et vous pouvez voir que le nombre de cas est très élevé dans la tranche d'âge 25-34 ans. Nos personnes âgées étaient notre priorité, donc on a vraiment veillé à ce qu'elles soient en sécurité. Puis vous pouvez voir ensuite sur le graphique au bas de l'écran, 53% des femmes ont été testées positives au coronavirus et 47% des hommes. Vous voyez également le taux d'hospitalisation sur le dernier graphique. Bien qu'il y ait eu un nombre de cas très élevé, le taux de vaccination a également été très élevé. Vous pouvez voir que notre population de personnes âgées, parmi eux, donc 67% sont entièrement vaccinés. Et comme vous voyez, que les chiffres baissent en fonction des tranches d'âge, mais dans l'ensemble, c'est une situation très positive. Nous savons aussi que la santé mentale des personnes est devenue une véritable priorité. Nous savons que la quarantaine, l'isolement, le fait de ne pas être en mesure de participer aux cérémonies traditionnelles a eu un impact sur les personnes et les personnes qui ont l'habitude d'aller à l'église, participer à d'autres activités ont été éprouvées. Donc on voulait aussi promouvoir la santé mentale. Donc c'est l'une de nos priorités en ce moment également. Diapositive suivante. Voilà, et certains de nos projets en cours, en collaboration avec notre tribu et services de santé, nous faisons toujours les essais pour le vaccin de rappel. On continue de faire des tests de détection des anticorps. Nous poursuivons également la surveillance des foyers et un suivi à long terme pour les personnes qui ont été testées positives et qui ont reçu le vaccin. Nous avons mis en œuvre des interventions de tests rapides, d'un projet pour des écoles sûres. Notre personnel aide actuellement les écoles à réouvrir de manière sûre en continuant les dépistages régulièrement. Nous avons aussi reçu des financements pour des interventions en matière de santé mentale et nous voulons aussi
mettre en place des campagnes de communication sur le vaccin et sur les autres programmes qui sont actuellement en cours au sein de nos communautés. Il me semble que c'est là la fin de ma présentation. Très bien, merci beaucoup. Vous avez terminé, Novaline? Oui, nous avons terminé. Merci beaucoup. Un grand merci. Je voulais simplement souligner que vous faites des essais sur le vaccin Pfizer. Et je sais que c'est dur d'impliquer les communautés, en particulier en matière de recherche médicale. Et vous faites en quelque sorte un travail pour nous tous, pour toutes les communautés autochtones. Donc je vous dis ma gratitude pour cela et merci de poursuivre ce travail. C'est vraiment essentiel pour les communautés. Merci beaucoup. Next speaker. Notre intervenant suivant est Joseph Leblanc, de l'Ontario du Nord, membre du territoire de Wemkong, qui a travaillé pour un large éventail d'organisations, notamment des établissements universitaires, organisations autochtones et organisations à but non lucratif. Actuellement, il est le doyen associé en équité et inclusion de l'école de médecine du nord de l'Ontario. Monsieur Leblanc va présenter l'expérience en matière de redevabilité sociale avec les communautés autochtones pour la formation des professionnels de la santé en Ontario, Canada. Monsieur Leblanc, à vous. Bonjour, merci beaucoup pour cette occasion de m'exprimer et merci pour ce qui a déjà été partagé par les autres intervenants. Je vais maintenant partager mon écran. Est-ce que vous arrivez à le voir? Très bien. Merci. Voilà, je vais commencer par présenter le contexte, parler de notre école, et ce que veut dire la responsabilité sociale et ce que nous faisons dans le domaine de la décolonisation de l'éducation médicale. Donc, comme je l'ai dit, je suis dans le nord de l'Ontario. Notre campus s'étend sur 800 000 km² au nord de l'Ontario, au Canada. Et nous nous sentons sur les inégalités en matière sociale et sanitaire. Le Canada continue de faire face à son histoire coloniale et liée au génocide et nous voulons rendre hommage à Joyce, qui a diffusé son décès l'année dernière pour rendre compte des mauvais traitements des professionnels de la santé. Et nous voulons donc le remercier pour sa sagesse et partager son expérience. De plus en plus, dans le pays, on identifie le racisme systémique interpersonnel et nous penchons davantage sur les actions pour répondre à cela. Donc c'est un appel aux dirigeants de notre pays. Norman Chiovic a marché des milliers de kilomètres avec un réservoir d'oxygène pour montrer que lorsque l'on veut, on peut. Et son appel a vraiment eu un écho. En tant qu'école dont nous avons été fondés, nous avons développé le concept de responsabilité sociale que vous connaissez sûrement pour certains. Et la responsabilité sociale dans l'éducation est un problème et cela marginalise les communautés et creuse des fossés dans le domaine de la santé. Donc on s'est penché sur comment, sur ce qui définit une communauté et adopter une approche plus globale. Donc qu'est-ce que cela signifie, décoloniser l'éducation médicale? Eh bien, se centrer sur le recrutement et la
rétention des populations prioritaires, y compris en incluant des connaissances diverses, repenser nos partenariats et notre relation, penser à la diversité, la fluidité. Quand on pense notamment à la surface sur laquelle nous sommes, aller rencontrer les communautés qui se trouvent dans des régions rurales, il nous faut être fluide vis-à-vis des différents contextes et reconnaître notre positionnement dans un système aussi complexe. Il faut répondre au racisme institutionnel et à la pérennisation des déséquilibres. Alors, plus spécifiquement, je voulais me concentrer aujourd'hui sur ces interventions et qu'est-ce que nous faisons de manière très spécifique pour travailler avec et pour les populations autochtones. Dans le domaine des admissions, eh bien, nous nous centrons sur des programmes spécifiques avec des indicateurs pour développer l'intérêt dans la santé et les cursus dans la santé. Nous formons des liens forts avec les anciens pour essayer d'avoir en fait des modèles. Nous avons donc un système d'admission avec un comité d'admission autochtone qui sélectionne donc les différents candidats. Nous mettons notamment l'accent, nous voulons qu'il y ait un représentant des populations autochtones au sein de nos instances. Il y a une petite école avec 64 places et nous voulons que 20% de ces places soient attribuées à des personnes issues des populations autochtones. Nous formons également les populations autochtones pour les entretiens. Nous avons des personnes donc, qui soutiennent et qui aident les étudiants. Nous nous centrons également sur l'orientation. Nous avons des professionnels qui travaillent avec nous dans le cadre des cours. Et nous prenons également des mesures pour avoir accès donc, aux personnes qui sont dans des zones de résidence, qui résident dans des zones plus reculées. Il y a également un système permettant de vivre pendant 1 mois au sein de populations autochtones. 46 communautés participent et les dirigeants de communautés assurent la fourniture de contenu. Dans le cadre de ces expériences, nous veillons aussi à répondre à certaines questions structurelles. Nous invitons des dirigeants dans ce contexte-là. So, with the... Cette année, pour la première fois, nous aurons une spécialisation sur la santé et le bien-être des populations autochtones, avec toute la formation médicale d'une part, mais un apprentissage dans un contexte autochtone. Nous avons beaucoup d'espoir par rapport à ce cursus, et donc c'est la première année où cela est mis en place. Il y a aussi des créations de postes facultaires avec des professionnels pour donc rejoindre la faculté. Nous avons toute une série de structures pour l'intégration des populations autochtones. Dans la direction, nous employons des coordonnateurs Nous avons aussi une unité sur les affaires autochtones qui soutient la faculté, le personnel et un groupe de référence constitué de membres de la communauté, de dirigeants communautaires et un comité sur l'éducation sanitaire autochtone qui vient d'être créé, qui est responsable de
du développement du cursus et qui assure également des fonctions cliniques. Nous avons aussi la possibilité d'encourager le changement dans le cadre du cursus, du recrutement, mais aussi en matière de plaidoyer, d'éducation publique. Donc, d'une manière générale, normalement, pas pendant la pandémie, nous avons des cercles de partage avec des personnes qui sont là pour partager, rendre compte de ce qu'il se passe dans le monde, avec un centre consacré à la responsabilité sociale qui fait le lien avec les communautés afin de développer la recherche et encourager l'éducation publique. Il y a une journée dite de la chemise orange. Ce sont des événements au cours desquels il y aura des survivants, d'autres personnes qui vont s'exprimer. Il y a aussi une série de conférences de la part du doyen qui était centrée l'année dernière sur le racisme. Nous répondons également à des questions structurelles, interpersonnelles, avec des groupes d'intérêt culturel, avec des étudiants qui ont participé à des activités d'artisanat, ou bien nous avons aussi des activités de réseautage, de mentorat. Nous fournissons des aides pour les voyages. Nous donnons la possibilité aux étudiants d'être en lien les uns avec les autres. Nous encourageons le développement professionnel. Les étudiants peuvent aller dans des camps médicaux, par exemple. Nous fournissons donc un soutien universitaire et nous voulons vraiment suivre les orientations des populations autochtones. Donc, la transformation qui a eu lieu dans notre région est liée notamment à ce que nous faisons pour les femmes, les FFADA, la MAC, etc. Donc, of education, they seem Il y a des forces puissantes avec lesquelles nous pouvons nous allier pour changer les trajectoires que nous avons prises et façonner l'avenir que nous voulons. Beaucoup des actions que nous faisons, ce n'est que lancer des petits cailloux dans un torrent, mais petit à petit, eh bien, on pourra changer les choses, dévier le cours du torrent. Il y a des choses que l'on peut faire seul et d'autres pour lesquelles nous avons besoin de soutien. Donc nous travaillons de manière rapprochée avec les communautés, avec les dirigeants communautaires. Voilà. Merci de votre temps et de votre patience. J'espère que je n'ai pas trop débordé, mais quoi qu'il en soit, je reste à votre disposition pour toute question. Merci. Thank you very much. I think that we have so much work to do and Merci. Bien, effectivement, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a un vrai besoin au sein des communautés. Et pas juste dans nos communautés. C'est partout. Ces besoins sont partout. Où que l'on regarde, dans tous les endroits où des soins sont fournis, il y a des besoins. Malheureusement, nous n'avons pas toujours les meilleurs fournisseurs de soins et pour les communautés, eh bien, c'est toujours mieux que les soins soient fournis pour les autochtones, par les autochtones. Notre prochain orateur, c'est Myriam Ouellet Mohamed Abou Bakrin, qui nous vient du Mali. Elle a une formation multidisciplinaire. Et de 2016-2018, elle a été présidente de l'instance permanente pour les droits des peuples autochtones. Elle a travaillé dans de nombreuses organisations, notamment un réseau dont je fais partie. Elle est également une de mes mentors. Elle va nous parler du rôle des femmes autochtones dans la lutte
contre les problèmes de santé qui les affectent, elles et leur communauté. Elle a mené une campagne de sensibilisation à partir de 2020 en la matière. Elle va également nous parler des pistes de coopération avec différentes parties prenantes de manière à ce que les femmes puissent réaliser leur plein potentiel et servir leur communauté. Myriam, c'est à vous. Merci, Geoffrey. Bonjour, Talas. Pour commencer, j'aimerais offrir une prière dans ma langue, Tamashak, et la reconnaissance territoriale. Donc, je vais lire la prière dans ma langue. Jeshard Temok Stadar Fel Ekal, Wan Algonkan Tened Anshina Beten, Warhin Tituarin Daran Nesekalwani. Yemesina Numuyak Temok Stadar Nesheli, Numuyak Awasin Jeshid. منك الداشي داخل عن مجراف الساحتنا نموياك تيسر تانجيرينا إن ساندرا ديل بينو دكتور إيجيمك سوزانا هكد الدينة ويدارة مشغل مدفو تمايتي أرامة التين هنان في العواز نموس السباب يتموقع استعادة. Donc la prière est finie et la reconnaissance territoriale. Je me réjouis de rejoindre cette initiative pour célébrer les progrès de notre collaboration avec l'OMS. Pour moi, aujourd'hui, c'est un honneur de pouvoir participer à cette conversation organisée par l'OMS et où on a autant de représentation des régions socioculturelles des peuples autochtones. Donc, avant de partager l'initiative dont je vais vous parler, je vais un peu vous présenter les peuples autochtones en Afrique. Alors, les peuples autochtones en Afrique, c'est environ 77,9 millions d'âmes où il y a une représentation d'environ 48% de femmes. Et où également il y a une vie, même si on les associe souvent à des zones rurales, il faudrait de plus en plus s'entendre sur le fait qu'il y a une population urbaine autochtone croissante, et ce même en Afrique. Il y a également les défis auxquels les peuples autochtones font face. Donc, ces défis sont multiples. Nous avons les défis par rapport au changement climatique et les crises qui les menacent. Pas seulement qui menacent leur mode de vie, mais également leur survie, parce que leur mode de vie et leur survie sont intimement liés. Il y a également la perte de la biodiversité, qui est une contrainte croissante qui pèse sur ces gardiens de la nature, et cela impacte directement leur spiritualité et une certaine... I'm sorry, my voice is coming back to me. Donc, ma voix me revient. Est-ce que cela est normal? Il y a un écho. OK. Donc, il y a une croissante perte de la biodiversité qui pèse aussi sur ces populations, et cela impacte directement leur spiritualité, mais également à une autre dimension, par exemple les espèces desquelles ces peuples et communautés dépendent pour leur médecine, pour leur nourriture, etc. Donc, il y a aussi les défis d'accessibilité aux services de base. Je pense à l'éducation, à la santé et à d'autres infrastructures qui sont tout aussi déterminantes pour la santé. Là où ces services existent, ils tiennent peu compte des besoins culturels des peuples autochtones. Et cela est actuellement exacerbé par l'insécurité croissante un peu partout en territoire autochtone, et encore plus exacerbé depuis l'avènement de la pandémie par la pandémie de COVID-19. Maintenant, si on parle de la contribution des peuples autochtones, on sait que ce sont les gardiens des territoires
ce sont aussi, quand on parle de les laisser personnes de côté ou d'atteindre des objectifs pour le développement durable, c'est aussi les premiers répondants sont les acteurs clés, que ce soit pour combattre la faim, la pauvreté, mais également atteindre l'objectif 3 de santé et bien-être. On est obligé de faire avec, comme nous l'a dit Geoffrey Roth, notre co-modérateur au début, avec les 476 millions d'âmes, si nous les laissons de côté, ben, le pari d'atteindre les ODD sera vain. Maintenant, si je vais vous amener dans l'initiative elle-même, donc de sensibilisation que une des organisations dont je fais partie a menée. Donc, c'est une organisation de femmes autochtones sans aucune autre aide qui se sont rassemblées. Et nous avons dit, aux côtés des autres femmes d'ailleurs et des peuples autochtones dans le monde, nous, natifs de Tombouctou et membres de l'association Tinhinan, avons dit la situation est alarmante, comme on peut le voir ici sur la carte sanitaire donc, qui a été produite par l'Organisation de la coordination humanitaire des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA. En cette période-là où nous avons mené la campagne en 2020, donc en juin 2020, notre région de Tombouctou ici affichait les plus hauts taux de cas confirmés de COVID-19. Et cela est sûrement plus bas que la réalité qui était sur le terrain, étant donné la limite d'accès aux moyens diagnostiques, parce que au début de la pandémie, pour confirmer les cas, il fallait que les prélèvements soient envoyés à Bamako parce que il n'y avait aucun moyen de pouvoir faire des tests PCR sur place. Donc, c'est dans ce contexte-là que nous, femmes autochtones, avons dit on ne peut pas rester sans rien faire. Nous sommes capables, nous sommes des agents de changement, nous sommes les premières à faire face aux questions qui touchent nos communautés, alors faisons quelque chose à notre capacité. Donc, nous avons d'abord, moi-même, j'ai enregistré quelques vidéos qui reconfirment aux populations l'existence de la pandémie, parce qu'il y avait beaucoup, comme ça a été mentionné par d'autres présentateurs avant moi, il y avait beaucoup de doutes par rapport à l'existence même de la pandémie. Et ça venait en tant que personnalité de la région, donc je venais confirmer l'hypothèse ou l'existence de la pandémie, et aussi je donnais quelques éléments pour culturellement adéquats pour se protéger de la pandémie. Parce que c'est sûr qu'il est illusoire de demander à des gens d'utiliser des gels hydroalcooliques alors que ce n'est pas ce qui est présent là-bas, ou d'utiliser des masques. On a des ressources au niveau de nos communautés qu'on pourrait plus promouvoir, et cela sera plus parlant aux personnes. Donc, c'est ce que notre organisation a fait, et nous n'étions pas seuls. Quand nous avons commencé l'initiative, tout d'abord, il y a eu d'autres femmes autochtones qui nous ont supportés. Donc, je pense à l'Organisation des femmes autochtones d'Afrique. Leur branche qui est basée à Nairobi nous a supportés, et le Forum international également des femmes autochtones, qui est une plus grande représentation des femmes autochtones à travers le monde, a aussi soutenu notre initiative, mais aussi les autorités locales et les différents partenaires humanitaires nous ont au moins ouvert la porte et nous ont accueillis pour que notre initiative soit connue et qu'il y ait une place à cette initiative-là. Maintenant, parlons des objectifs que cette initiative, donc campagne de sensibilisation, visait. On voulait contribuer à la protection des populations de Tombouctou contre la COVID-19. Et quand je parle de Tombouctou, ce n'est pas seulement la ville de Tombouctou, donc c'est au-delà de la ville de Tombouctou. Et nous voulions aussi démontrer par cette initiative
qu'avec peu de moyens, mais avec beaucoup de détermination et avec le leadership des femmes et des peuples autochtones en général, il est possible d'apporter des changements et de transformer et d'agir sans attendre. Ça venait aussi, ça voulait aussi confirmer que en tout temps, ce sont ces populations qui ont accès à elles-mêmes, donc misons sur ces populations-là. Et quels étaient les moyens que nous avions mis en œuvre? J'avais introduit ça un peu par mes messages personnels que j'avais produits, mais après, donc quand j'ai été rejoint par plus de membres de notre association et que ça a été sous la couverture de l'association Tin Hinan, donc nous avons élaboré développé des messages plus profondément discuter avec les communautés et pas seulement ma propre communauté des Kaltamacha. Il y avait d'autres communautés autochtones de la région de Tombouctou, les Sonrai, les Arabes, etc. Donc, nous avions produit des messages vocaux parce que beaucoup de personnes issues de ces communautés ne lisent pas, elles écoutent. Il y a des channels précis pour pouvoir véhiculer ce genre de messages, par exemple par WhatsApp, qui est un média social très écouté, très utilisé dans cette région. Donc, nous avons produit des courts messages de sensibilisation sur les symptômes de la maladie, les modes de transmission, les moyens de prévention et comment et où se diriger en cas de suspicion de cas. Nous avons également distribué des kits aux populations les plus vulnérables auxquelles nous avons accès parce que, comme je le disais, nous sommes les personnes ressources de la communauté, donc nous savons exactement où sont les personnes qui peuvent pas venir là où sont dispensés les autres kits ou aides humanitaires. Du fait de la limite du temps, je vais juste vous passer une petite partie d'un des messages que nous avons produits dans une des langues. نسأل ماركة ونسمر تظلي وادم فلا وادم إرستو سترها ترمس يسم سلسدة فلا واهس يغلي يندغدي. Donc, j'ai fait juste un court message. Je sais qu'il n'y a pas la traduction du tamashek vers le français ou les autres langues, mais c'est juste que cette petite partie que j'ai prise dit exactement donc les messages pertinents et culturellement percutants pour ces peuples-là, parce que et ça prend compte aussi de l'état de connaissance de ces populations par rapport à la maladie. Donc, tous ces éléments sont pris en compte. Ce n'est pas seulement la traduction dans la langue qui est importante, mais aussi tout ce qui va avec, donc tous les messages culturels et le message de préparation culturelle pour que ces populations-là accueillent ces messages. Maintenant, quelles leçons peut-on tirer de cette expérience? Et on peut voir sur cette photo le gouverneur de toute la région de Tombouctou qui a symboliquement donné le premier kit de protection. Donc, c'est un outil de lavage des mains ici avec le savon local. Et puis une solution hydroalcoolique. Donc là, c'est symbolique pour nous. Pourquoi? Parce qu'on amène aussi les autorités. Nous ne voulons pas, comme ça a été dit, travailler dans des îlots. Nous voulons, Joseph Leblanc l'a bien dit et d'autres personnes qui ont parlé avant moi, il faut une transformation dans la façon de penser à répondre aux questions de santé des peuples autochtones, mais aussi d'autres questions. Donc, il faudrait travailler toutes et tous ensemble pour que nos actions se complètent et aient une plus grande envergure et soient soutenues durablement. Maintenant, donc, les leçons à tirer, c'est que nous sommes, en tant qu'Autochtones,
des acteurs clés de notre santé. On a vu que les femmes n'attendent pas, elles agissent. Elles prennent soin déjà des membres de leur famille. Elles sont les premières répondantes, alors elles savent mieux que qui que ce soit comment répondre et où trouver les personnes malades, les personnes qui ont besoin de soutien. Elles sont aussi expertes des relations au sein de leur communauté, comment construire les relations, quels sont les différents acteurs qui sont là, parce qu'il faut miser sur ça. Je pense que j'ai excédé le temps parce que je suis très passionnée. Donc, pour les prochaines étapes, c'est le mot-clé, c'est la collaboration et la coordination en donnant le leadership aux peuples autochtones et en les rendant visibles à travers les données. Et pour finir, je finirai par cet adage tamashek qui dit Tamatamankait namazar, qui veut dire que la femme est le pilier de la communauté et donc nous devons miser sur les femmes et que les peuples autochtones soient des déserts, des forêts ou des montagnes, ils se nourrissent et se soignent, protègent la nature de laquelle ils font partie. Il est alors crucial de collaborer avec les peuples autochtones et de soutenir leurs initiatives, donc le soutien pour des soins adéquats et culturellement sensibles et le soutien, comme l'a dit Geoffrey Roth, par le financement de ces initiatives. Rendons-les visibles, rendons leur impact et leurs actions visibles et surtout pallions au manque de données sur la situation de leur santé et bien-être en renforçant leur capacité à co-mener des recherches sur eux et par eux. Tani, merci et désolée d'avoir excédé le temps. Thank you. Thank you. Merci, Mariam. Merci beaucoup d'avoir souligné le rôle central et le rôle de leadership que les femmes jouent au sein des communautés. Et d'avoir également souligné le fait que nous devons confier aux femmes la gestion des soins de santé. Je pense que c'est effectivement la clé du succès. À présent, nous allons écouter Ariana Valenzuela Kipayan, qui est Mapuche, née dans la 9e région et vivant aujourd'hui dans la région d'Aïssen à Cochran. Elle est chef autochtone et présidente de l'association autochtone Leufu Nyipunyen Baker. Elle va nous parler de l'équité dans la santé rurale des peuples autochtones du Chili ainsi que des actions et des programmes mis en œuvre par le gouvernement pour garantir un accès équitable et culturellement approprié aux services de santé pour les peuples autochtones, y compris en ce qui concerne les modèles de connaissances traditionnels. Nous avons un peu de retard, donc je vais demander peut-être aux intervenants d'aller un petit peu plus vite. Nous vous remercions. Buenos días, Mari Lamien, Mari Compuche. Bonjour. Je vais vous parler du domaine de la participation sociale, de l'inclusion et de l'engagement communautaire pour la santé des populations indigènes dans les zones rurales et reculées. Au Chili, 12,8% environ de la population est d'origine autochtone, ce qui correspond à 2 185 792 personnes. Sur ce chiffre, environ 80% se considèrent Mapuche, soit 1 745 147 personnes. 25% de ces personnes vivent dans des zones rurales. Les régions qui concentrent une plus importante population mapuche sont Metropolitana, Araucanía, les lacs, Biobío et Los Ríos.
Ce sont là les chiffres du recensement de 2017 qui nous a été donné par l'Institut national de la statistique. Pour les peuples autochtones, la salud est une question holistique. La santé pour le peuple mapuche n'a pas que des aspects physiques, mais également personnels, sociaux et spirituels. De ce point de vue, la cosmovision est un élément transversal qui connecte l'aspect physique au spirituel. Les valeurs, comme le respect de la nature, les traditions, les coutumes de nos ancêtres, sont liées à la conservation de notre identité, de notre culture. Comme pays et comme peuple, pour le pays, pour le peuple, la santé a été confrontée à un défi important, en particulier en raison de la géographie extrême du Chili. En 1996, le programme spécial de la santé pour les peuples autochtones, dans le cadre du ministère de la Santé, a commencé à fournir des services sanitaires avec une vision interculturelle, s'appuyant sur les médecins autochtones. Le programme PEPSI a été renforcé avec la mise en œuvre du programme Origine en l'an 2000, qui visait à développer des modèles interculturels d'attention et de gestion de la santé, d'améliorer la qualité, la sensibilité et la pertinence culturelle des services de santé sur les territoires autochtones, tout en renforçant la médecine autochtone et en améliorant l'accès et la capacité du réseau de services interculturels. En 2017, la norme générale technique numéro 189 a été approuvée pour ce qui concerne le placenta. À partir de là, un décret numéro 43/2016 précise que le placenta sera rendu à la femme si elle en fait la demande, dans la mesure où celui-ci sera consacré à des pratiques culturelles que la femme considère pertinentes. Article 6 bis. La norme générale technique vise à garantir aux femmes leur droit à disposer de leur placenta dans le respect de leurs pratiques culturelles. Du point de vue de la cosmovision indigène, le placenta est symbole de vie. Il représente la relation entre la mère et l'enfant. Son utilisation cérémonielle est quelque chose d'intime qui vise à renforcer les liens de la famille et la protection de ces personnes. Dans les communautés mapuche, lorsqu'une femme donnait naissance, le placenta était enterré et on y plantait des graines ou un arbre. Et cet arbre et ces graines portaient leurs fruits et représentaient la vie qu'allait avoir ce nouveau-né. Pour nous, c'est pour cela que c'est si important. Perdón, acá en nuestra región yo vivo en... Alors moi, je vis dans une partie très reculée du Chili, la région d'Aysén, et notre connexion Internet n'est pas si bonne. Donc, toutes mes excuses pour cela. Je reprends. L'hégémonie actuelle de la médecine occidentale nous a fait oublier que depuis des temps reculés, les êtres humains ont tenté de soigner leurs souffrances grâce à des éléments naturels disponibles dans leur environnement immédiat. Dans ce contexte, les plantes médicinales étaient essentielles. Et la connaissance ancestrale s'est développée avec l'apport des Espagnols également, qui ont amené avec eux des plantes médicinales de l'Europe. La Ñuquemapu, ou la terre-mère,
à donner au monde ce qui est nécessaire pour soigner les maladies des enfants, de ces enfants. Et de cette manière, les soignants doivent connaître ces usages et ces applications. Conadi et le service de santé Magallanes ont présenté en avril 2021 un livre appelé Médecine ancestrale des peuples autochtones Mapuche, Huilliche, Keweskar, Yagan. Ce travail inédit reprend une série de recherches d'historiens, de prêtres et également de facilitateurs interculturels actuels qui se sont penchés sur les particularités des peuples autochtones. Ce livre réunit des informations, d'archives sur les concepts de maladies et de soins selon la cosmovision de ces trois peuples autochtones qui habitaient dans le sud du pays, entre Isla Grande, entre l'île de Chiloé et l'archipel du Cap Horn. Enfin, ce que vous pouvez voir ici à l'écran, ce sont des photos d'un sujet sur lequel j'ai travaillé depuis l'an dernier, celui des mammographies pour les femmes autochtones. Comme je l'ai déjà dit, nos peuples vivent dans des endroits très éloignés du reste du pays. Notre région est très reculée. Et là où nous vivons est encore éloigné par rapport à la capitale régionale. Pour le cancer du sein, nous avons dû faire quelque chose vu le taux de mortalité que nous avons dans notre pays. Le gouvernement a apporté son soutien et l'objectif a été d'éviter des morts supplémentaires. Ce programme a porté ses fruits. Grâce à la ministre du Développement social et de la Famille, Mme Carla Rubilar, et notre experte spéciale pour les questions indigènes, Mme Anya Miliano, nous avons réussi à atteindre des femmes qui vivaient trop loin pour effectuer cet examen. Elles ne parvenaient pas à se faire examiner à temps pour des raisons différentes d'éloignement géographique, notamment. Pendant le mois d'août de cette année, nous avons effectué avec succès la première série de mammographies grâce à en menant ces mammographies grâce à un bus qui a envoyé les femmes à l'hôpital de Chile Chico, où l'examen a été effectué. Les photos que vous avez vues tout à l'heure sont des photos des villages dans lesquels vivent ces femmes au sud du pays. La première photo, vous pouvez voir un cheval et la montagne enneigée. La deuxième photo, c'est une photo du Rio Vaquer. Et la troisième photo, c'est une photo de notre village Cochran. Voilà, merci. Thank you very much, Ariana. Merci beaucoup, Ariana, pour cette présentation. Nous allons maintenant très rapidement passer à notre dernier intervenant, le docteur Louis Pichi Guirimet du groupe linguistique Njiri-Baligan du nord du Queensland. C'est un directeur médical à l'hôpital du district d'Atherton,
président fondateur de l'Association des docteurs autochtones d'Australie et a défendu la santé des populations rurales et autochtones pendant plus de 30 ans. Et nous parlerons de la maîtrise de communauté pour la politique sanitaire autochtone en Australie et a joué un rôle essentiel pour définir des priorités sanitaires et des politiques concernant les populations autochtones. Dr Pichi, merci beaucoup. J'aimerais reconnaître les ancêtres qui représentent les communautés qui se sont exprimées aujourd'hui. Alors ma présentation sera très brève. Il n'y a qu'une stratégie qui fonctionne pour l'engagement, l'implication des populations autochtones. Et il s'agit de ce contrôle des communautés. C'est essentiel de faire en sorte que les populations autochtones soient responsables de leur propre soins de santé, en mesure de définir leurs propres priorités. L'Australie est un pays intéressant, environ 26 millions de pays et environ 800 000 personnes s'identifient comme autochtones. Et avec notamment les populations, différents types de populations, notamment aborigènes. Il y a un archipel d'îles qui existe entre la péninsule et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. L'Australie a formé une fédération en 1901. Malheureusement, ce projet a également signifié une crise sur le plan politique, l'une des premières crises en matière de politique. Était liée à la loi sur les immigrations qui excluait toutes les personnes noires et de couleur qui voulaient immigrer vers l'Australie. Ils voulaient avoir une seule colonie. Une autre loi très importante était le Franchise Act, donc une loi qui a eu des répercussions importantes qui consistaient à exclure les personnes noires et de couleur et en particulier a été accompagnée par des conversations particulièrement dures visant à discriminer les populations autochtones. Et la Constitution australienne, pendant très longtemps, a exclu activement les populations aborigènes. En 1911, il y a eu juste tous les... C'est en 1971 que les aborigènes ont été comptés pour la première fois dans le recensement. Et donc il a fallu attendre longtemps avant que les aborigènes puissent être comptés véritablement. Avant cela, c'était interdit. 1971, c'était également le moment où il y a eu les premiers services médicaux pour les personnes aborigènes. Et un groupe, en fait, d'aborigènes ont reconnu qu'il y avait... que les soins étaient inadéquats ou inexistants pour les populations aborigènes. Ils se sont donc rassemblés et ont créé leur propre service de santé. Au début, il y avait donc des docteurs australiens fantastiques, beaucoup qui étaient en fait bénévoles, des infirmières également qui travaillaient bénévolement, ainsi que d'autres agents de santé. Par exemple, c'est une dame qui s'appelait Mumfro. En 1975, l'organisation de santé communautaire a été créée qui représente 140 services de santé dans le pays. Et l'objectif d'un service de santé, ses priorités, c'était de veiller à ce qu'il y ait une direction aborigène qui veille aux besoins des communautés. Pardonnez-moi, j'entends un écho.
Pardonnez-moi, j'entends vraiment un son. Je ne sais pas ce qui le cause. La différence très importante que nous avons vue, c'était le fait d'avoir une organisation pour le contrôle des communautés. Auparavant, la différence d'espérance de vie entre les populations aborigènes et non aborigènes était d'environ 25 ans. Et depuis le développement de nos services, on voit que l'espérance de vie et l'écart a été réduit à 9 ans. C'est toujours beaucoup trop, mais c'est déjà beaucoup mieux que la situation avant cela. Un exemple récent de l'efficacité de cette initiative était visible pendant la crise de la COVID-19, lorsque la pandémie et l'Australie s'en est sortie beaucoup mieux que beaucoup d'autres pays. Mais bien sûr, il faut souligner que nous en sommes très bien sortis en tant que pays. 36 000 cas environ. Et dans l'ensemble de ces cas, il n'y a eu qu'environ 154 des populations indigènes. Aucune de ces personnes n'était des personnes âgées. Aucun indigène australien n'est décédé du Covid. Et c'était notamment dû à la manière dont la maîtrise communautaire a agi très rapidement pour veiller à ce qu'il y ait des mesures de quarantaine, d'isolement adaptées et pour éviter que la maladie se propage dans les communautés. Depuis que les vaccins sont disponibles, eh bien, les mesures communautaires ont permis aussi de progresser. Et nous avons probablement eu moins d'hésitation liée au vaccin au sein des communautés plutôt que dans l'ensemble de la population. En Australie, les personnes qui hésitent le plus à se faire vacciner sont plutôt des vieilles personnes blanches qui ont vécu de manière très confortable. C'est à la fois triste et quelque peu comique. Ce qui s'est également passé au cours des dernières 50 ans, c'est que le nombre de praticiens autochtones a fortement augmenté. Beaucoup de personnes aborigènes ont été diplômées en infirmerie, avec un grand nombre d'infirmières qui sont actives actuellement. Au moment où j'ai été diplômée, il y a 30 ans, il y avait un docteur aborigène, professeur Alan Norwell. Aujourd'hui, il y en a environ 500 dans le pays. Un autre élément qui a été vraiment essentiel pour le progrès des populations aborigènes, c'est les déterminants de la santé. Les agents de santé ont eu un rôle d'escalier. Les personnes qui travaillaient comme agents de santé, infirmiers, docteurs et autres professionnels de la santé, cela a eu une influence permettant à la génération suivante d'avoir des rêves, des aspirations pour aller dans ce sens, et les mêmes aspirations que le reste de la population. Mais c'est la seule intervention qui fonctionne. Et le plus grand problème que nous avons, c'est que nous n'avons pas de traité avec le gouvernement australien. Nous avons donc été exclus lors de la création de la fédération. Lorsque nous avons finalement été acceptés, nous n'avions pas vraiment eu voix au chapitre. En 1967, nous avons pu être recensés parmi l'ensemble des Australiens, 50 ans après cela. Il y a eu une communauté constitutionnelle qui s'est penchée sur ce qui devait être fait. Et un poème a été publié qui constituait un questionnement disant que les populations aborigènes devraient avoir une voix, un traité,
Et nous attendons encore pour avoir cette voix au chapitre. Et lorsque cette déclaration a été publiée, le Premier ministre a indiqué que les populations aborigènes voulaient créer une troisième chambre au sein du Parlement, ce qui n'était pas vrai. C'était un mythe, mais malheureusement, cela a résonné dans le public australien et cela a entravé notre progrès. Ce que l'on voit le besoin d'avoir une voix aborigène, c'est que peu importe ce que nous faisons, peu importe le niveau d'éducation, tout ce qu'on dira sera interprété au travers de leur prisme et ce ne sera pas lié à ce que nous avons voulu dire initialement. Et c'est vraiment la lutte dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous avons beaucoup de chance. Nous avons de vrais bons Australiens avec un grand cœur, qui sont généreux, qui nous soutiennent. Et il y a 2 tiers d'Australiens qui voudraient voir ce progrès se réaliser. Merci à tous. Merci beaucoup, Dr. Piché. Je vois que cela est très lié avec ce qu'il se passe aux États-Unis. Mais malheureusement, nous avons eu beaucoup plus de décès et de cas de Covid-19 au sein de nos communautés. Par conséquent, je vous félicite pour la situation de votre côté. Je voulais prendre un moment pour remercier Dr. Wallet pour nous avoir pour partager une prière dans sa langue. Je voulais également demander à Francine Leslie je voulais demander de faire une prière de fermeture et je voudrais demander peut-être à Déodora à faire quelques remarques de conclusion. Alors Francine, est-ce que vous pourriez faire une prière de clôture? Merci beaucoup. Je sais que les populations autochtones ont leur propre spiritualité. Pour notre communauté, eh bien, nous commençons toujours par une prière d'ouverture et une prière de clôture. Alors je voudrais remercier le Créateur pour tout ce qu'il a fait, qu'il protège notre travail pour les communautés, pour améliorer l'équité en santé et le bien-être des populations autochtones. Que le monde voit nos contributions pour la communauté autochtone et que chacun de vous soit béni et que vos cœurs soient remplis de compassion pour nos populations autochtones et pour poursuivre le travail que nous faisons. Merci pour toutes vos présentations et merci pour tout ce que vous faites pour vos populations et cela aura des répercussions sur les autres populations dans le monde entier. Merci. Béni soit le Créateur, béni soyez-vous et à ceux qui terminent leur journée, bonne nuit et merci beaucoup. Amen. Amen. Thank you. Merci beaucoup. Et je me réjouis que vous ayez pu partager cette prière. Alors je voulais tout d'abord remercier les interprètes d'être restés avec nous. Et je veux également vous remercier tous pour cette très riche discussion, pour avoir présenté ces interventions, ces présentations très pertinentes dans lesquelles la participation sociale, l'engagement, l'inclusion réelle des populations autochtones était essentielle pour réduire les inégalités, répondre aux urgences sanitaires et veiller à une véritable universalité en santé. Comme nous l'avons entendu nos intervenants, il est important de veiller à ce que la participation, le leadership et la représentation autochtone dans la planification et la fourniture de services sanitaires, parce qu'il y a une corrélation forte entre la santé des individus et les communautés, l'exercice ou le déni de leurs droits individuels et collectifs. En particulier, le leadership et la participation des populations autochtones est nécessaire pour la conception et la mise en œuvre de programmes tenant compte de la culture et interventions allant dans ce sens et pour surmonter les obstacles à l'accès aux services de santé auxquels ils sont confrontés. En veillant à la participation des
peuples autochtones, je voudrais mettre en avant la nécessité que les représentants des peuples autochtones soient désignés par un processus piloté par les peuples autochtones eux-mêmes. Il nous faut tenir compte du moment approprié pour permettre aux peuples autochtones de réaliser leur propre processus de décision et d'y participer efficacement d'une manière cohérente avec leurs traditions culturelles et sociales. Par conséquent, l'inclusion, le leadership et la participation, bien souvent, signifient mettre en place un dialogue interculturel d'un point de vue fondé sur l'égalité et le respect mutuel, contribuant ainsi à de meilleurs résultats en matière de santé en vue de la santé à l'échelle universelle. Par conséquent, de même, je voudrais mettre en avant l'importance de la participation des femmes. Comme nous l'avons entendu aujourd'hui, les femmes autochtones jouent un rôle central en tant que premières intervenantes sur les questions qui les concernent, elles, ainsi que leur communauté. Dans les zones rurales et reculées, certaines des approches visant à réduire les inégalités dans l'accès à la santé et parvenir à l'universalité consistent à former les agents de santé issus de communautés autochtones, améliorer l'éducation et utiliser l'action positive pour que les étudiants autochtones puissent avoir des possibilités d'apprentissage. Nous demandons également une action transversale pour répondre aux déterminants sociaux de la santé, notamment le racisme structurel, et prêter attention aux intersections entre la discrimination raciale et dans d'autres domaines tels que le genre, le revenu, le travail, l'éducation, le statut migratoire, entre autres. Pour terminer, nous devons surmonter les obstacles à la participation auxquels sont confrontées les populations autochtones qui vivent dans des zones rurales et reculées, notamment la distance, les barrières liées à la langue et au NTIC, comme on l'a vu aujourd'hui. Les obstacles liés au temps, aux possibilités, le manque de plateformes participatives adaptées à la culture et le manque de formation professionnelle de la santé. J'aimerais lancer un appel à renforcer les partenariats stratégiques et l'inclusion des populations autochtones dans toutes les décisions qui ont trait à leur vie, en veillant à ce que leur représentation, leur leadership soit présent dans le développement d'initiatives d'activités dans le système des Nations Unies, autorités sanitaires et d'autres organisations gouvernementales, organisations locales et populations générales afin d'encourager l'action pour renforcer l'inclusion, l'équité et l'égalité. J'aimerais également faire en sorte que veiller à ce que ces efforts se poursuivent. Merci pour votre engagement continu pour la santé des populations autochtones, y compris dans le contexte d'un nouveau contrat social. Merci à tous les intervenants et à tous nos participants. Et je vais maintenant redonner la parole à Théodora pour conclure. Thank you. Merci, chers orateurs, pour leurs exposés passionnants. Merci à Geoffrey pour sa modération. Merci à vous toutes et à tous d'avoir participé. Moi, j'attends avec impatience de pouvoir travailler main dans la main avec vous afin de pouvoir mettre en avant les droits des peuples autochtones, en particulier en ce qui concerne la santé dans le cadre du nouveau contrat social. Je tiens à remercier WONCA, l'OCDE, la FAO et FIDA, ainsi que d'autres agences qui ont contribué à travers le groupe de travail sur les inégalités à mettre en place cette série de webinaires. Je tiens également à remercier ma collègue Susana Gomez pour tous les efforts acharnés qu'elle a mis dans l'organisation de cette série de webinaires. Et merci à Claudia Quiros également d'en avoir fait la promotion. Enfin, quelques mots sur notre prochain événement. Il se tiendra le 15 octobre. Ce sera un événement consacré aux politiques visant à développer, attirer, recruter et
fidéliser les agents de santé dans les zones rurales et reculées, promouvoir l'égalité pour les femmes rurales dans les politiques du personnel de la santé. Nous espérons que vous y participerez tous. Encore une fois, merci à toutes et à tous, merci aux orateurs et nous attendons avec impatience de pouvoir collaborer avec vous sur ces questions de la plus grande importance. Merci. Merci.